Flamma était mon phénix. Elle faisait partie de la nation de l'eau. Elle faisait partie de la nation de l'eau, c'était un phénix blanc. Quand je suis allé la voir, elle était au sous-sol. Je l'avais enfermée et enchaînée, pour ne pas qu'elle puisse s'envoler la nuit. Je suis allé la voir et j'ai posé ma main sur son bec. Tout de suite, elle a baissé la tête et a posé ses ailes sur le sol. Posant ses ailes sur le sol, je l'ai regardée, sentant à l'extérieur le vent se poser de manière latente sur le sol. Elle était inquiète pour beaucoup de choses, mais je me suis posé à côté d'elle. Je me suis glissé entre son corps et entre ses ailes, et je l'ai tenue. Je l'ai tenue contre moi, passant mes bras sur son buste. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien à craindre. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien à craindre en passant mes mains sur son abdomen, et là je l'ai regardé. Je lui ai passé et serré l'armure contre son abdomen, et je me suis enfin accroché à son cou. Je me suis enfin accroché à son cou, en lui disant qu'il n'y avait rien à craindre, de légères caresses circulaires sur le dos de son oreille sur le côté, une oreille qui ressemblait à une petite pique de plume. Je l'ai aperçue, et je lui ai murmuré à l'oreille qu'elle pouvait s'envoler. Les portes se sont ouvertes d'un battement d'ailes. D'un battement d'ailes, elle a écarté ses ailes d'une seule fois, et j'ai vu ses ailes s'écarter. Le vent tellement puissant fit surgir les deux portes, qui s'écartèrent en une seule fois. Elles partirent tout de suite, leva la tête vers le ciel, et regarda le vent latent qui ne faisait presque pas bouger les feuilles des arbres. À cet instant-là, elle leva la tête, attendit un seul instant, mais je sentais son corps s'enfoncer dans la terre. Je sentais qu'elle enfonçait son corps un peu plus dans la terre. Cela voulait dire qu'elle était prête à décoller. À cet instant-là, elle déploya encore une fois ses ailes. Elle déploya encore une fois ses ailes, secoua légèrement la tête, et je m'accrochai à elle. Je me suis alors accroché à elle. Je m'accrochai à elle. Elle secoua légèrement la tête, et elle leva les yeux. Dans ses yeux, je pus apercevoir la lumière du soleil, blanche, une lumière presque divine. Je pus apercevoir cette lumière presque divine dans ses yeux, son bec noir qui se reflétait à la lumière du soleil. Elle leva la tête et ensuite elle se mit à prendre une pique d'un seul coup. D'un seul coup, elle prit une pique vers le haut et déploya ses ailes. Une fois en haut, elle fit alors une sorte de forme circulaire. Une fois en haut, elle fit alors elle fit un fort tracé circulaire. Elle fit un fort tracé circulaire une fois en haut, passa juste au-dessus de l'éclipse de soleil qu'il y avait le matin. Elle passa juste devant l'éclipse de soleil qu'il y avait ce matin-là. À contre-jour, la forme de ses ailes déployées, et à contre-jour, je pouvais apercevoir ses yeux et son bec noir. Je pouvais apercevoir toute sa silhouette à contre-jour, juste en face de l'éclipse soleil, juste en face de l'éclipse de soleil, je pouvais apercevoir sa silhouette à contre-jour, les ailes déployées. Elle m'a regardé, baissant la tête et restant immobile devant le soleil caché par la lune. Mais le peu de lumière qui se déployait derrière elle et derrière la lune passant devant le soleil ne pouvait que l'éclairer un petit peu plus. J'arrivai à la voir, et finalement, passant sa première aile, son aile droite autour de moi, tel un lasso passant sa première aile autour de moi, et tel un deuxième lasso, tel un bouclier, elles passèrent son aile, qui se déployèrent un petit peu plus autour de moi. Comme si elle m'enfermait entre ses ailes, elles passèrent son corps juste autour de moi. Derrière moi, je regardais son corps s'enfoncer dans la terre et passer tout autour de moi. Ces deux ailes qui se mirent alors l'une face à l'autre, formant une sorte de bouclier circulaire avec son corps juste derrière. Elles passèrent une aile pliée et l'autre aile tendue, mais qui passèrent de manière circulaire devant moi. Elles formèrent un bouclier autour de moi et repartirent dans les airs tout de suite après. Elles caressèrent légèrement le côté de sa tête contre mon dos, afin de me dire qu'elle repartait. Ensuite, elle refit la même figure encore une fois, un tracé circulaire avec ses ailes écartées. Elles se mirent encore une fois devant le soleil une fois que la lune avait été dégagée. Elles se mirent devant le soleil, déployèrent ses ailes et me regardaient depuis la hauteur là où elles se trouvaient dans les airs. Il y avait plusieurs phénix, des phénix rouges de la nation du feu, des phénix noirs de la nation de la terre.
des phénix noirs de la nation de la terre et de la nation de la... et d'autres phénix, par exemple, comme des phénix blancs, de la nation du vent, de la nation de l'eau, des phénix rouges de la nation du feu qui étaient en train de voler. Ceux-ci, lorsqu'ils écartaient les ailes, ne pouvaient s'empêcher de prendre feu. Ils proclamèrent alors leur importance face au soleil. Face au soleil, lorsqu'ils écartèrent les ailes, on pouvait voir que leurs ailes prenaient feu, que leurs yeux prenaient feu. Ils proclamèrent leur importance et leur supériorité face aux dieux célestes qu'il y avait derrière le soleil et derrière le ciel. Certains pouvaient croire que les phénix avaient une connexion avec eux. Les autres phénix, les phénix noirs, eux ne sortaient que la nuit. Ils ne sortaient que la nuit et proclamèrent leur importance et leur supériorité face à la lune. Ils sortirent, écartèrent les ailes et on pouvait apercevoir une grande silhouette noire et deux yeux brillants, malgré le fait qu'ils soient noirs. Leurs yeux brillants devenaient blancs la nuit et on pouvait y apercevoir une silhouette noire, mais deux yeux brillants juste qui se posèrent à l'endroit de leur tête, le bec baissé et un peu plus grand que les phénix classiques faisant partie de la nation du feu ou faisant partie de la nation du vent. Ils écartèrent les ailes et proclamèrent leur importance face à la lune. La pleine lune. Face à la pleine lune, ils sortirent et regardèrent la pleine lune. La pleine lune était comme un dieu, une sorte de dieu vivant, une sorte de dieu vivant, divin, proclamant l'importance de la fumée noire, l'importance de la poussière, de la terre et des débris de terre et de morceaux de terre qui formèrent ces phénix. Le soleil, lui, par contre, était important. Ils formèrent un dieu non vivant, mais vivant en même temps, créant l'importance des flammes. Pour nous, c'était l'eau, les lacs et les rivières qui formèrent un dieu vivant et non vivant, pour les phénix blancs, qui étaient faits d'eau et de vent, qui étaient faits d'air et d'humidité. Ces phénix proclamèrent leur importance en, en parfois quelques instants, en allant se poser juste en face d'un lac, en se posant sur l'eau. Ils écartèrent leurs ailes et déposèrent leurs ailes tranquillement. Tranquillement, ils déposèrent leurs ailes sur l'eau. Ils déployèrent leurs ailes un petit peu Ils déployèrent leurs ailes en touchant l'eau, ne serait-ce qu'un petit peu, ne serait-ce que de manière infime. Ils se posèrent sur l'eau et se posèrent comme s'ils se posèrent sur l'eau, comme s'ils se déposèrent sur le dos de leur Dieu. Ensuite, ils repartaient et déployèrent avec leurs ailes déployées une gigantesque vague d'eau qui se redressèrent vers le haut. Cette gigantesque vague d'eau se redressèrent vers le haut et firent passer d'énormes reflets du soleil juste au travers. Les phénix faisant partie de la nation de l'eau, adoraient jouer avec les lacs et avec les rivières, avec les fleuves et et avec l'eau qui était en immersion totale dans la forêt. Ils adoraient jouer avec, se déposer à la surface de l'eau, déposer leurs ailes et leurs plumes qui flottaient à la surface de l'eau, se poser dessus et repartir en pique, regarder le soleil. En faisant d'énormes vagues d'eau, le soleil passèrent au travers et laissèrent des reflets s'incarner tels des êtres vivants. Nous, pauvres humains que nous étions en train de nous préparer pour le combat. Nous étions en train de préparer nos phénix pour le combat, mais en les laissant à l'air libre comme ça, en proclamant leur supériorité et en proclamant leur importance face à leur Dieu, les phénix de la nation du feu proclamèrent leur importance au soleil. Les phénix de la nation de l'ombre, de la nation de la terre, proclamèrent leur importance au charbon et à la poussière. Ils partirent dans les terres obscures, et les vastes forêts qui avaient été supprimées des confins de cet endroit magique où l'on avait déposé plusieurs phénix. Ils déposèrent leur importance à la terre, à la poussière et au charbon, aux vastes mines de charbon qui avaient été abandonnées et délaissées. Les autres phénix proclamèrent leur importance dans les lacs, ceux qui faisaient partie de la nation de l'eau. On les regardait voler au-dessus de notre royaume, au-dessus de notre château. Par la fenêtre, j'arrivais à les voir, les ailes déployées. Parfois c'était du feu, parfois c'était de l'eau et de l'air, et parfois ce n'était que du charbon.
Ce n'était que du charbon et de la poussière noire, des yeux brillants et blancs que je pouvais apercevoir face à la lune. Ça, c'était les phénix d'ombre. C'était les phénix d'ombre et les phénix qui faisaient partie de la nation de la terre et de la nation de la poussière et du charbon. Ils vénérèrent la forêt, vénérèrent les terres, le charbon et les endroits isolés. C'étaient les phénix d'ombre qu'on appelait ceux qui vénéraient les anciens esprits. Les esprits aussi appelés les esprits maléfiques. Mais ils n'étaient pas maléfiques, loin de là. Ils étaient bienveillants, mais ils étaient simplement noirs et vénérèrent les endroits isolés. Même en détournant le regard, c'était impossible. Impossible d'échapper à un seul regard. Partout autour de nous, il y avait des agents de sécurité qui étaient en train de nous regarder avec leurs armes vers le bas. Mais personne ne savait quand est-ce qu'ils allaient dégainer et poser le doigt sur la détente. Nous étions à l'intérieur de cette ville, piégés au centre de cette ville, par des gardes de sécurité, des assauts et des élites. Impossible de trouver un chemin, une sortie. Nous étions piégés comme à l'intérieur d'un escape. Comme à l'intérieur d'un escape, on était piégés on était piégés et on ne pouvait ressortir. On savait que la Tech Tower n'était plus loin, mais il fallait quand même continuer à avancer. Les drones partout autour de nous, nous les entendions, mais ils étaient camouflés par une sorte de capacité à se rendre invisibles et à flotter dans le ciel, à s'arrêter et à nous regarder. On voyait leur œil rouge et lumineux qui nous observait et qui nous scannait, un peu comme si nous étions de la marchandise ou comme si nous étions un simple colis à livrer. On voyait et on entendait les drones voler. On voyait leur œil, mais on ne voyait pas leur corps. On ne savait pas comment ils étaient, s'ils avaient des hélices, ou si simplement c'étaient des drones comme des énormes boules. Certains disaient que les drones ressemblaient à d'énormes boules métalliques, comme si c'était un œil rouge qu'ils avaient au milieu, et ils flottaient partout autour de nous. Ou certains disaient qu'ils ressemblaient aux vaisseaux qu'on avait. Certains disaient qu'ils ressemblaient à des vaisseaux tout petits, qu'ils avaient 2 ailes et qu'ils avaient des petites charges de missiles juste en dessous de leurs ailes. Ils avaient sur leurs ailes des petits réacteurs et ils avançaient. Certains disaient qu'ils les avaient vus grâce à des caméras infrarouges, mais d'autres disaient qu'ils étaient différents, qu'ils étaient ronds et qu'ils ressemblaient à un œil métallique qui flottait dans le ciel. La Tech Tower n'était plus très loin. J'avais mon arme dégainée, le doigt sur la détente, et toi tu étais derrière moi. Je te disais, reste derrière moi 83, car je t'appelais par ton nom de code, 83. Moi, c'était Denver. On continuait, je te disais 83, reste derrière moi. Moi, c'était Denver 84, mon nom de code. Alors souvent, voire même parfois, pour ne pas révéler nos identités, on s'appelait 83 et 84. C'était comme ça qu'on arrivait à se distinguer des autres. Nous étions tout droit descendus d'une navette, d'un vaisseau. On était tout droit descendus d'un vaisseau en orbite autour de la Terre, sans savoir que nous allions atterrir dans une Terre qui était pareille comme celle-ci, qui était dirigée par des lois, par des vaisseaux, par des guerriers, par des élites et par des émeutes, sans savoir que la Terre allait être comme ça. Sans savoir que la Terre allait être comme ça. On pensait avoir et descendre sur une Terre prospère dans laquelle la Terre pourrait enfin reprendre vie, avec des immeubles qui n'avaient pas été complètement détruits par l'apocalypse. Enfin, c'est ce qu'on pensait, mais lorsqu'on a envoyé 84 et 83 sur Terre, les images qu'on a envoyées avec un mini-satellite, les images qu'ils ont reçues à notre base, qui était en orbite autour de la Terre, n'étaient pas celles qu'on pensait. Des immeubles détruits et des immeubles reconstruits à l'intérieur desquels il y avait des personnes qui parlaient d'un potentiel réacteur, un réacteur qui allait peut-être rendre beaucoup de choses qu'on avait perdues sur Terre. Il y avait des gens qui se réunissaient pour parler de réacteurs nucléaires, ou alors encore pour parler de fusion ou pour parler encore d'implosion ou d'explosion, pour parler de bombes ou de création de bombes, dans des trucs dans ce genre-là, pour parler d'élite ou pour parler d'assauts qu'ils allaient lancer, pour parler de divisions de drones qu'ils allaient envoyer dans plusieurs secteurs. Ces personnes parlaient et parlaient, se réunissaient, voire même dehors, parfois
On entendait ou nous entendions quelques personnes parler des drones et parler de réacteurs en fusion. Parler de, parler de réacteurs en fusion et de quelques endroits sur Terre qui n'étaient plus habitables du tout, là où la Terre avait été complètement détruite et séparée de cet endroit. Notre mission, c'était trouver les plusieurs villes qui avaient été construites afin de survivre à cet apocalypse. Il y avait des villes qui avaient été construites de manière souterraine afin de survivre à l'apocalypse, des villes bunkers. Et certaines villes avaient été construites sous l'eau afin de survivre aux vagues, afin de survivre au séisme. Et certaines villes avaient été construites sur terre mais à l'intérieur d'un dôme. Certaines villes avaient été construites sur terre mais sans craindre ni séisme, sans craindre ni tempête, ou encore ni vagues, ni radiation, ni rien que ce soit d'autre. Certaines villes comme celle-ci, nous les évitions le plus possible. Nous nous sommes rendus à Avalon, une ville qui avait été construite en profondeur, dans une fosse, dans une gorge. Cette ville avait été construite dans une gorge dans le désert. On s'y était rendu. Avalon était une ville très prospère. Elle était calme, silencieuse, mais surtout je pense à cause du fait qu'elle ait été construite dans une gorge. Tout le monde y vivait de manière prospère avec leurs vaisseaux, avec leurs alliages en métal sur les épaules et avec leurs masques qu'ils portaient sur le visage. Chaque jour, tout le monde dans cette ville, à Avalon, portait un masque différent. Personne ne revenait avec le même visage. Ils portaient un masque qui changeait les traits de leur visage, ne serait-ce qu'un petit peu pour pouvoir faire en sorte que la menace qui était à la surface ne les distingue jamais de la même manière. On était avec la voiture dans le désert et on était en train de chercher un endroit où se réfugier et nous avons remarqué une ville hors du commun. Cette ville qui s'appelait Facturis, mais autrefois appelée Pramonium. On nous a appris à l'intérieur, un homme nous a accueillis et nous a appris à l'intérieur que cette ville s'appelait Pramonis. Autrefois, elle s'appelait Pramonium, mais on avait changé de nom il y a pas longtemps. Cette ville avait été construite en hauteur pour éviter les vents et pour éviter les marées qui avaient monté de beaucoup plus de ce qu'ils ne pensaient. Dans cette ville, la principale occupation des habitants était de surveiller la terre. La levée des marées, ou alors encore la levée du vent, la manière dont le vent souffle, où est-ce qu'il souffle, où est-ce qu'il va, ou alors encore les crevasses, est-ce qu'elles s'étendent, est-ce qu'elles s'élargissent, ou alors est-ce qu'elles s'étendent sur des kilomètres ou ne s'étendent plus, est-ce qu'elles s'arrêtent, ou alors encore les sous-sols souterrains. De cette ville, il y avait des gens qui descendaient et qui partaient. Ils partaient voir les crevasses, les gorges, ils descendaient dans les gorges et allaient voir ce qui s'y trouvait. Certaines personnes retrouvaient certaines personnes retrouvaient comme des satellites écrasés, ou alors encore retrouvaient des choses mécaniques qui y avaient été déposées anciennement. Personne ne savait ce que c'était. Dernièrement, ils étaient occupés sur un projet comme quoi ils avaient découvert une balise. Une balise toute ridicule comme les balises qu'on trouve dans les réacteurs ou qu'on trouve dans les vaisseaux, mais une balise complètement ridicule. Celle-ci émettait un bruit, sans relâche, sans jamais s'arrêter. Elle émettait un bruit sans jamais s'arrêter, sans relâche, mais c'était une balise ridicule. Ridicule et toute simple comme celle qu'on pouvait trouver à l'intérieur d'un avion, comme par exemple une boîte noire. Elle n'avait rien de spécial. Elle n'avait pas été augmentée, ou n'avait pas été retravaillée de manière spécifique pour pouvoir résister à quelque chose. Elle n'avait pas été retravaillée pour pouvoir résister à un choc, pour pouvoir résister à l'eau, ou pour pouvoir résister à la terre. Non, c'était une simple balise noire, une simple boîte noire qui avait été récupérée. On cherchait encore à Pramonis de savoir d'où est-ce qu'elle venait. On cherchait à savoir d'où est-ce qu'elle venait. Mais à Pramonis, personne ne savait d'où est-ce qu'elle venait. Faisait-elle partie d'un vaisseau? Ou faisait-elle partie d'un vaisseau extraterrestre? Ou faisait-elle même partie d'un avion qui s'était écrasé avant l'apocalypse, avant que la fin du monde n'arrive? Personne ne savait d'où est-ce qu'elle venait, mais ils ont écouté plusieurs ondes différentes et plusieurs bruits qu'elle était en train de cacher à l'intérieur. À l'intérieur, cette boîte noire cachait plusieurs sons et plusieurs ondes différentes qu'on a écoutées.
Les premières ondes qu'on a écoutées ensemble autour de la table, avec la boîte noire qui avait été mise sur un support en métal avec 3 griffes qui l'accrochaient à ses 4 coins. On avait écouté les ondes, et la première onde était une femme qui criait. Elle criait et elle protégeait son enfant en même temps. La deuxième onde était l'onde des personnes certainement qui devaient conduire certainement l'avion ou alors l'objet non identifié. On ne savait pas si c'était un avion, un vaisseau extraterrestre ou alors un vaisseau en orbite autour de la Terre. Il s'agissait des personnes qui conduisaient Il s'agissait des personnes qui conduisaient ce vaisseau ou qui conduisaient qui conduisaient cet avion et qui le guidaient à bon port, à l'endroit où il devait atterrir. On les entendait répéter qu'il y avait des ondes magnétiques et qu'il y avait des brouillages sur les écrans et qu'ils n'entendaient plus rien. Ils n'entendaient plus les repères de la tour et n'entendaient plus. Mais les repères de la tour, pour nous, pouvaient tout aussi bien être les repères d'un autre vaisseau qui était un autre vaisseau mère, qui devait certainement participer à la mission de ce premier vaisseau, qui était certainement un objet non identifié. On se disait que on se disait que 2 vaisseaux spatials devaient être en contact et avaient dû établir une connexion, ce qui permettait maintenant de parler et qu'ils n'entendaient plus la position de l'autre vaisseau. Lorsqu'on a commencé à parler de ça, avec les gens de Pramonis, ils nous ont accueillis et nous ont logés dans un appartement. Ils nous ont logés dans un appartement, nous ont donné des armes, ils nous ont apporté des armes et nous ont apporté tout un dossier qu'on pouvait rédiger, sur lequel on pouvait rédiger un rapport par rapport à ce que l'on pensait de cette boîte noire. Chaque fois qu'on trouvait quelque chose à Proménis, que c'était une boîte noire ou alors quelque chose de biologique, pendant 1 an, les recherches tournaient autour de cette chose. Ensuite, on faisait une deuxième recherche, et pendant 1 an, quand on trouvait autre chose, les recherches y tournaient autour. C'était comme ça tout le temps à Pramonis, jusqu'à ce qu'on trouve de quoi il s'agissait, et cette nuit-là, j'étais en train de chercher. Et je cherchais sur mon PC la position de plusieurs vaisseaux spatials, ou de plusieurs vaisseaux extraterrestres, ou de plusieurs vaisseaux qui avaient disparu, des vaisseaux non identifiés, ou alors des balises qui sont tombées du ciel, et je repérais l'endroit où ils avaient atterri, ou l'endroit où ils s'étaient écrasés. Je repérais plusieurs avions, quand la Terre était encore habitable, qui avaient volé. Les vols, je les distinguais. Je les distinguais d'une ligne rouge qui passait d'un continent à l'autre, et je regardais de quels avions il s'agissait. J'essayais de trouver d'où est-ce qu'elle pouvait venir, cette boîte noire. Mais un soir, j'ai appuyé ma main dessus, et elle s'est ouverte toute seule. Il ne s'agissait pas d'une boîte noire, mais il s'agissait d'une boîte qui enregistrait les sons et qui enregistrait les influences des vaisseaux et des avions lorsque la Terre était encore habitable. Lorsque j'ai trouvé ça, je me suis directement dirigé vers les directeurs de Pramonis qui cherchaient encore à trouver de quoi est-ce qu'il s'agissait, et je leur ai raconté comment est-ce que je suis tombé sur ça. Les recherches ont continué, mais devenaient de plus en plus importantes. On se rapprochait du but, celui de savoir ce que c'était. Lorsque nous sommes arrivés à Avalon, le premier jour sur Terre, quand on est arrivé à Avalon, on a vraiment cru que c'était la ville idéale. La ville idéale, on l'a cru tout de suite que c'était celle-ci. Pourquoi? Parce que cette ville n'était pas simplement une ville, mais un laboratoire gigantesque. Elle était un laboratoire gigantesque, les gens qui y habitaient, les personnes qui travaillaient dans cette ville, cherchaient à faire une seule chose, à faire fleurir la flore et la faune. Ils travaillaient, ils faisaient des expériences sur des animaux, sur des félidés et des canidés, afin de rendre la faune et la flore, afin de la rendre plus vivante. Ils faisaient des expériences sur des canidés, des félidés, qui étaient accrochés sur des grandes tables de métal. Mais ils étaient surveillés et ils étaient rendus moins nerveux par des personnes qui les accompagnaient pendant les expériences. Tout autour, il y avait des arbres qui étaient en train de pousser, mais malgré ça, cette ville subissait un énorme chaos. Elle subissait la discorde et le chaos tout le temps. Pourquoi? Parce que cette ville voulait faire repousser la faune et la flore. Mais juste au-dessus, il y avait des déversements de déchets toxiques, et une ancienne centrale nucléaire avec 3 réacteurs qui étaient sur le point d'imploser. 3 réacteurs sur le point d'imploser.
Le but de cette ville, refroidir les réacteurs. Chaque jour, il y avait des assauts et des gens qui montaient à la surface. Ces gens qui montaient à la surface, qui allaient voir les réacteurs, qui allaient voir la puissance des réacteurs et qui y versaient un liquide qu'ils avaient fabriqué, un liquide froid, fait de fraîcheur et fait d'eau et de glace qu'ils avaient fabriqué. Ils récupéraient la glace à l'intérieur de l'océan Arctique, ils récupéraient des glaciers et fabriquaient un liquide froid qu'ils allaient verser à l'intérieur des radiateurs. À l'intérieur des radiateurs, des réacteurs, ils versèrent ce liquide afin de garder une sorte de distance entre le chaud et le froid. Ils maintenaient une sorte de distance afin que le froid et le chaud restent à égalité et qu'ils n'explosent pas ou n'implosent pas. Les réacteurs, tout en haut. Malgré ça, la centrale chimique et électrique déversèrent des litres de produits et des litres de produits dans un lac qui était juste en face de la gorge dans laquelle ils s'étaient installés. Et pourtant, dans cette gorge, il y avait plein d'arbres, plein de fleurs, plein de fruits et plein de légumes, des jardins qu'ils avaient installés partout. Et Avalon était un endroit parfait, mais il subissait la discorde des produits toxiques déversés par cette centrale électrique, cette centrale nucléaire qu'il y avait juste au-dessus d'eux. Il subissait la discorde de ces produits, qui se déversèrent même à l'intérieur des chutes d'eau. Ils avaient réussi à fabriquer des chutes d'eau artificielles, qui ressemblaient presque à des chutes d'eau complètement naturelles. Ils avaient repris des chutes d'eau complètement naturelles, et avaient creusé des passages et avaient déversé l'eau dedans. Il y avait des longues rivières et des petites rivières qui passaient le long des roches, de la gorge, et qui se déversèrent sur le côté, dans des petits creux qu'ils avaient formés. Les rivières et l'eau se déployaient ensuite sur les côtés et allaient arroser les arbres, les plantes et les fleurs qu'ils avaient fait pousser sur les côtés. Avalon était magnifique, plein de verdure, mais lorsqu'on y habitait, nous sentions tout de suite l'odeur des produits toxiques qui se déversèrent dans l'atmosphère en tant que gaz que l'on ne pouvait toucher comme l'oxygène. On était protégé par un portail juste au-dessus. On pouvait le voir de temps en temps, des produits coulaient dessus, donc on pouvait l'apercevoir. Des produits coulaient, des produits bleuâtres, un peu rouges, un peu de la couleur de l'essence, un peu arc-en-ciel. Un peu arc-en-ciel comme de l'essence qui coulait, on voyait la lumière du soleil passer au travers. Avalon cherchait à trouver un moyen de dépasser ces produits et de les enlever des cascades, de les enlever des fleurs et de les enlever de la terre, car ils s'enfonçaient en humidifiant la terre, ils s'enfonçaient à l'intérieur. Et Avalon cherchait un moyen de rendre ces produits utiles, de les utiliser pour leur vaisseau, ou alors de les utiliser peut-être pour autre chose, pour des mécanismes, ou alors peut-être pour des choses qui leur seraient utiles sur les expériences qu'ils faisaient sur les animaux. Ce n'étaient pas des expériences de laboratoire de scientifiques fous qu'ils faisaient sur les animaux, sur des animaux comme par exemple les lynx ou comme par exemple les lions. Il y avait un lion qui était accroché à l'envers. Il était accroché à l'envers, mais on prenait soin de lui. On s'occupait de lui. On coiffait sa crinière, et à l'intérieur, on faisait quelques entailles et on réparait tout ce qu'il y avait qui avait flanché. À l'intérieur de son corps, on le réparait. Car il avait été boire au-dessus, dans le lac, il avait été boire l'eau qui s'était déversée et les produits chimiques étaient rentrés à l'intérieur de son corps. On réparait l'intérieur de son corps et on le gardait ouvert, à l'intérieur d'un endroit où il y avait toujours quelqu'un pour l'accompagner, posant sa main délicatement sur ses pattes et sur ses coussinets pour lui dire qu'il n'était jamais seul. Le lynx, lui, on réparait l'une de ses pattes. On lui fabriquait une patte en métal, rien que pour lui, qui ressemblait aux autres pattes. Cette patte en métal avait été fabriquée pour lui, on lui avait fixé, car il avait été touché par des produits chimiques. Touché par des produits chimiques, il avait commencé à muter. Il avait commencé à muter et à fusionner avec une sorte de chair rosâtre et un peu mauvâtre, ce qui rendait sa peau un peu comme la peau d'un grand brûlé.
On lui remettait du pelage par-dessus sa patte en métal, et ce n'était comme si de rien n'était. On les laissait ensuite divaguer dans la ville. Avalon paraissait parfaite, mais elle était au-dessus de produits chimiques. On ne pouvait s'y installer. Quand nous sommes repartis, on a remercié quand même tout le monde, car ils nous ont laissé repartir avec un lynx. Ils nous ont laissé repartir avec ce lynx à la jambe de métal. Il était devenu notre animal de compagnie pour les villes à suivre. Pour les villes à suivre, il allait nous accompagner, et peut-être même nous diriger vers d'autres villes. Avalon nous avait offert un petit animal de compagnie, un lynx, avec une patte en métal qui paraissait complètement réelle. Assis par terre dans les couchettes, sous la lumière du réverbère, je regardais Dylan à côté de moi qui claquait des doigts. Il claquait des doigts et je le regardais et je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais? Il continuait à claquer des doigts en me taquinant. Et finalement, j'ai continué à regarder le réverbère. Je me demandais ce qu'il pouvait bien y avoir à la surface. Est-ce qu'il y avait des gens comme la dernière fois? Les gens qu'on a vus par le hublot dans les escaliers. Les gens qu'on a vus par le hublot dans les escaliers. Cette femme qui portait son enfant, qui était complètement fossilisée et qui petit à petit ses os commençaient à disparaître. Elle était complètement brûlée et couverte de plaques rouges. Est-ce qu'il y avait des gens dans ce genre-là, dehors, à l'extérieur? J'étais en train de me poser la question. Mais plus rien n'était humain. Plus rien n'était humain et plus rien ne me paraissait familier dans ce bunker. Dans ce bunker, plus rien ne me paraissait familier. Les premiers jours, quand on est arrivé et quand on a quitté la terre ferme pour venir vivre dans ce bunker et échapper à l'apocalypse terrestre, tout me paraissait familier. On avait repris des objets de la maison, on les avait déposés un peu partout autour de nous pour avoir un aspect familier et ne jamais se lasser de ce bunker et pouvoir vivre sous terre. Mais plus le temps passait, plus le temps filait, plus le temps et les jours passaient. J'avais l'impression que ce bunker ne devenait plus qu'une boîte, une sorte de boîte à chaussures dans laquelle on était enfermé avec une deuxième famille. Et là, je ne savais plus quoi faire. Je ne savais quoi faire des jours qui passaient, je ne savais quoi faire des heures qui passaient. Je ne savais quoi faire de mes journées et je m'asseyais par terre et je regardais ce réverbère au-dessus de mon lit qui était en train de clignoter. Je me disais, quand va-t-il s'éteindre pour de bon? Et il ne s'éteignait jamais. Ou alors je regardais l'horloge qu'il y avait juste au-dessus de moi, l'horloge électronique, et les heures. Je regardais les heures qui étaient en train de passer, de 1 à 2, de 3 à 4 et de 5 à 6. Je regardais les heures passer, assis pendant des heures et des heures, ou alors je prenais mon carnet de dessin. Je dessinais les alentours et je dessinais des endroits dans lesquels on ne s'était pas encore aventuré. Les jours et les heures faisaient en sorte que plus rien nous paraissait familier, mais surtout ce petit détail que tout le monde était déjà prêt à brandir son arbre au moindre geste, dehors, ou alors au moindre bruit dehors, au moindre, au moindre, au moindre bruit dehors, ou alors simplement au moindre écroulement, ou au moindre fossé dehors qui s'écroulerait et qui taperait contre un mur, pouvait nous prévenir tous d'un potentiel danger. On était tous prêts à dégainer notre arme et à mettre le doigt sur la détente. On était tous prêts à prendre notre combinaison, à mettre notre combinaison, mettre notre casque et mettre notre visière devant nous, à installer le logiciel sur le côté et sur notre tempe, et ensuite à partir à l'extérieur, ouvrir la porte et regarder s'il n'y avait aucune menace. S'il n'y avait aucune menace à droite ou à gauche, s'il n'y avait pas de tempête de sable, on pouvait se diriger vers la ville et essayer de trouver quelqu'un, essayer de trouver une voiture qui pouvait peut-être fonctionner. C'était l'une de nos missions qui avait été laissée en suspens. Trouver une voiture qui pouvait peut-être fonctionner. Mais cela n'était jamais utile quand on croisait des gens comme Cela n'était jamais utile quand on croisait des gens comme par exemple cette femme avec son cadavre. Plus loin, je l'ai croisée, dévorée par des animaux. Dévorée par des animaux qui avaient réussi à survivre à l'apocalypse terrestre. Évidemment, des serpents ou alors un fennec qui lui avait survécu à l'apocalypse terrestre, en s'enfonçant très profondément dans une petite cavité qu'on avait trouvée. Ce fennec, je l'ai suivi. Il était brûlé d'un côté, mais il avait encore tout son pelage de l'autre. Je l'ai suivi jusqu'à cette petite cavité, on s'y enfonçait. Elle faisait à peine la taille de ma silhouette. On s'y est enfoncé, jetant chaque fois mon arme devant moi. Je me suis enfoncé là et finalement on est tombé sur un deuxième bunker. Celui-ci était complètement automatisé. Il y avait des,
Il était complètement automatisé et il y avait des ordinateurs partout. Des ordinateurs qui suggéraient des endroits où aller et qui montraient des endroits spécifiques qui avaient été calculés, qui avaient été, qui avaient été paramétrés et périmétrés pour pouvoir voir où est-ce qu'on pouvait aller et où est-ce qu'on ne pouvait plus aller. Les jours et les dates des tempêtes de sable qui allaient prochainement arriver, ou les jours et les dates des tempêtes de sable qui étaient arrivées et qui avaient dévasté le monde, les tempêtes de sable qui étaient les alphas, les omégas et les bêtas, les tempêtes de sable qui étaient les plus petites, les lunes et les soleils qui étaient en train d'éclairer, les lunes et les soleils qui étaient en train d'éclairer notre Terre, le soleil qui était en train de diminuer sa force de chaleur et sa force de lumière petit à petit. Bientôt on se retrouvera dans le néant, on se retrouvera dans le noir absolu, on se retrouvera couvert d'une grande tempête de sable qui portait un nom très particulier. On se retrouvera bientôt dans le néant et la ville sera inatteignable. On ne saura plus que vivre sous terre. C'était tout ce qui était écrit. J'avais l'impression d'avoir en face de moi l'Antéchrist, la fin du monde. J'avais l'impression d'avoir un message que comme quoi chercher encore dehors un abri ou chercher des traces de vie. Essayer de ramener à l'intérieur des personnes qui ont été brûlées ou blessées par les tempêtes de sable n'était plus utile. Devant nous, on avait le signal que plus rien n'était utile dehors, plus rien n'était utile à chercher ou à trouver un endroit où partir, à essayer de revivre à l'extérieur, car ce n'était plus possible. Dans quelques jours, dans quelques mois ou quelques années, une énorme tempête de sable aura tout dévasté, et nous ne serons plus que poussière. Même les bunkers sous terre n'y résisteront pas.